Bon, ben bonjour à toutes et à tous. Je vais vous épargner les bruits de bouteilles pendant que je parle, ça sera mieux. Euh, on est après le repas, donc on se détend, il fait chaud dans la salle, on va faire ça tranquillement pendant... J'ai quoi? J'ai 50 minutes devant moi. Il y aura un temps réservé aux questions dans ces 50 minutes. Euh, je vous ai un peu hacké hein, la première slide. Plutôt que de mettre tous les logos des partenaires, j'ai mis des petites citations typographiques. Voilà, je me suis dit que c'était sympa, ça annonçait un peu la couleur. Personne ne l'a vu en régie, donc c'est pas grave. Euh, alors bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais savoir dans la salle, parce que je vais me présenter, je vais présenter un peu la conférence après. Je veux savoir qui est développeur dans la salle. Ok. Waouh, je vais me cacher. Très bien. Qui est designer? Il y en a un petit peu. Et qui fait un autre métier dans le numérique ou au sens large? Il y a quand même des gens. Ok, cool. Bon, très bien. Donc je vais essayer de ne pas dire de bêtises sur les développeurs. Hein. C'est un peu stressant. Voilà. Donc moi, je m'appelle Geoffrey Dorn. Je suis designer, hein, voilà, désolé. Et j'ai créé mon agence qui s'appelle Design and Human, une agence dans laquelle je fais des projets éthiques, sociaux, engagés, dans lequel j'essaie vraiment de mettre tous mes efforts de designer, on va dire tout mon temps de travail, sur des projets à but, on va dire, social, de façon très générale. Donc ça, c'est un petit peu l'étendue de mes activités. Donc évidemment, il y a mon blog, certains d'entre vous peut-être le connaissent, ça s'appelle graphics.fr. Puis après, je fais plein d'autres projets en plus de Design and Human. On anime un podcast qui s'appelle The Walking Web avec des copains, si ça vous intéresse un peu, ça parle du web design, etc. Il y a des jeux pour les designers, mais pas que d'ailleurs, hein, plein de jeux sur Games for Designers. Voilà, c'est un peu un ensemble d'activités. Récemment, j'ai sorti aussi Design FR pour que les designers aussi se fédèrent et viennent essayer de soutenir un peu la profession. Je ne sais pas s'il y a des syndicats de développeurs en France ou des associations, ça je sais qu'il y en a, mais syndicats, j'en sais rien. Voilà, on a ça un tout petit peu sur le design, donc j'ai essayé de fédérer un petit peu tout le monde sur ce sujet. Et le sujet, et vous êtes là aussi pour ça, c'est l'innovation technologique n'existe pas. Donc je me suis dit, je vais leur faire une petite blague, évidemment. Tout le monde, quoi, l'innovation technologique n'existe pas, on m'aurait menti et tout ça. Je vous rassure, l'innovation, ça existe. Voilà. Sauf que pour moi, en tout cas avec mon regard de designer, la façon dont je travaille, etc., elle n'est pas uniquement technologique, voire l'innovation n'a pas, on va dire, le biais, ne devrait pas, en tout cas, avoir ce biais technologique de départ. On va voir un petit peu, quand on se place du point de vue du design, et vous travaillez parfois avec des designers, même vous-même vous faites du design, c'est aussi une façon de pouvoir concevoir, de pouvoir innover, de pouvoir faire des choses aussi différemment qu'en partant de la technologie. Et donc, pour moi, ce que j'essaye de développer, c'est que l'innovation, elle doit être empathique. Wow. Alors empathique, c'est un mot qui est lourd de sens et qui est assez fort. Parce qu'en fait, je vais vous en parler après, ça vient de l'humain, ça vient vraiment de l'émotion. Et puis l'innovation aussi, quand on parle d'innovation, j'ai bien été voir la différence entre invention et innovation, et parce qu'évidemment, on peut confondre souvent les deux. Et innovation, bon, sur Wikipédia, ils définissent ça, fait d'introduire une ou des nouveautés, d'apporter un changement important. Et les inventions, c'est une invention, c'est quelque chose qui a été créé, voilà, c'est une invention. Et j'ai lu, là récemment, pour préparer la conférence, j'ai lu qu'en fait, une innovation, c'était un petit peu le darwinisme des inventions. C'est-à-dire qu'il y a plein d'inventions, et puis tout à coup, la sélection naturelle des usages, des gens qui manipulent ces inventions, font que tout à coup, une invention devient innovation. Je trouvais ce parallèle avec le darwinisme plutôt intéressant, parce que ça parle assez bien. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, mais on pourra en reparler. Et puis l'empathie. Donc l'empathie, pardon. Donc l'empathie, dedans, il y a un mot qui est très beau, et ça vient de pathos en fait. Pathos, c'est la souffrance en grec, et empathie, ça veut dire souffrir avec. Alors je trouve ça super beau, quand on dit que l'innovation ou le design doivent être empathiques, c'est-à-dire qu'il va falloir, nous, en tant que personnes qui veulent innover, qui souhaitent créer quelque chose, qui veulent, on va dire, déplacer notre travail vers des choses innovantes, il va falloir souffrir avec les utilisateurs, les gens pour qui on fait les choses, etc. Alors évidemment, souffrir, c'est pas très marrant, c'est pas très agréable. Donc plutôt que de dire souffrir, on va dire se mettre à la place d'eux, c'est-à-dire absorber les émotions des gens pour qui on fait les choses. Parce qu'au final, quand vous créez des projets, que ce soit des sites, des applis, des projets numériques au sens très très large,
et même tout type de projet, vous ne faites pas ça uniquement pour vous, mais vous faites ça pour des gens. Vous faites ça pour votre communauté, pour votre famille, pour des gens que vous ne connaissez pas forcément, pour toute la planète, voilà, on ne sait pas. Et donc, il va falloir sortir de votre corps, aller vers l'autre, et puis essayer de comprendre un petit peu comment la personne vit, comment elle réagit, etc. etc. D'où le fait d'avoir de l'empathie. Je voulais vous poser une petite question justement sur cette notion d'invention, d'innovation. Donc je vous invite à lever la main. Ce mois-ci, donc prenons le mois, on va dire, de octobre à novembre, qui est-ce qui a envoyé une carte postale? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envoyé une carte postale? 1, 2, 3. Ok, très bien. On va dire, aujourd'hui, qui est-ce qui a téléphoné, qui a passé un coup de fil avec sa vraie voix? Ok, il y en a déjà vachement plus. Hein. Ok. Et puis, dans les 2 heures qui ont précédé, qui est-ce qui a envoyé un tweet, un SMS, un message Facebook, etc. Ok, il y en a quand même vachement plus aussi. Ok, donc c'est intéressant de voir que tout à coup, voilà, il y a encore des gens qui envoient des cartes postales. Ça déjà, c'est un truc que je note, c'est chouette. Et puis, il y a aussi des gens qui téléphonent. Moi, je sais que le téléphone, ça me stresse d'entendre la voix de quelqu'un au téléphone, à l'oreille, c'est vachement personnel. En plus, on est tout le temps dérangé, etc. Je préfère les conversations un peu, on va dire, désintermédiées. Et là-dedans, à aucun moment, quand vous avez envoyé une carte postale, vous vous êtes dit j'ai envoyé un bout de carton à quelqu'un avec de l'encre dessus, et puis j'ai collé un petit bout de papier avec de la colle dessus, et je l'ai envoyé par la poste. Quand vous avez téléphoné, vous n'êtes jamais dit je vais envoyer des vibrations via une membrane, etc., etc. Et pareil pour les SMS, vous ne dites pas ça du tout. Par contre, vous dites j'ai envie, je suis en vacances, je me sens bien, je veux envoyer un souvenir à quelqu'un, partager ce moment, donc je vais envoyer une carte postale. On pourrait envoyer un SMS genre coucou depuis la Côte d'Azur, tout va très bien, nous pensons à toi, le petit fait des châteaux de sable, c'est chouette. C'est pas pareil, c'est pas la même émotion. Et pareil pour le SMS ou un message Twitter, vous voulez contacter plein de personnes ou une personne très rapidement, donc vous lui envoyez un SMS, etc. Donc en fait, la façon dont vous utilisez et dont on utilise au sens large tous ces supports, c'est par l'usage avant de l'avoir réfléchi par la technologie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte, et ça paraît évident comme ça, mais quand on crée des choses, il va falloir penser aussi à cet usage, cette notion d'usage. Et puis, pour moi, le plus important, c'est que le design, c'est vous. Quand je fais des choses, quand je crée des interfaces, des applis, des sites, même des logos, enfin voilà, je fais beaucoup de choses très différentes, je ne le fais jamais pour moi, je le fais pour vous. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que tout à coup, je vais devoir voir vos petites habitudes. Il y en a qui sont sur leur ordinateur, il y en a qui sont sur leur téléphone, il y en a qui se tiennent de telle façon, il y en a qui prennent des notes sur un carnet, il y en a qui sont comme ça en train de regarder ce qui se passe sur la conférence qui est en train de se passer ici, mais depuis Twitter. Voilà, il y a plein de façons dont on peut appréhender les gens pour qui on fait les choses. Et donc, tout d'abord, c'est un gros travail d'observation. Donc, c'est vrai que sans vous, moi, j'ai pas de métier. Sans les autres, en fait, sans les gens pour qui je conçois, et je pense que pour vous, c'est pareil, on n'a pas de job, en fait. On peut faire des trucs pour nous, c'est sympa 5 minutes, mais ça s'arrête là. Donc heureusement qu'on arrive à faire des choses les uns pour les autres. Et puis, pareil, pour revenir sur un peu la notion du design, le design en lui-même n'est pas empathique, c'est le designer qui se doit d'être empathique. Le design, c'est rien, c'est tout, personne n'est d'accord pour dire ce que c'est. Voilà, vous tapez définition du design dans Google, vous avez 200 définitions différentes, et vous demandez à un designer, un consortium de designers d'être d'accord sur la définition, personne ne sera d'accord. Et en fait, c'est plutôt le designer, c'est plutôt sa posture à lui, la façon dont il voit le monde, qui va faire que ça va être sa propre définition, son travail va être sa propre définition de ce qu'il fait. Et donc, voilà, c'est la posture du designer, son travail lui-même doit être empathique. Et donc, tout à l'heure, j'entendais encore dans la salle de speakers, on parlait de la zone de confort. Et en fait, c'est quelque chose qu'on nous rabâche tout le temps. Oui, il faut aller sortir de sa zone de confort, il faut vous dépasser, etc. Bla, 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 ok, très bien, c'est très, très bien. Mais en fait, une fois qu'on sort de sa zone de confort, où est-ce qu'on va? Quand on construit, quand on crée des choses, l'idéal, c'est d'aller dans la zone de confort des autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous créez des choses, il va falloir savoir... Bon, d'une part, les gens pour qui vous créez, et ensuite, dans quoi eux, ils sont bien, dans quoi ils se sentent à l'aise, dans quoi ils se sentent... dans quelle situation ils sont, on va dire, ils se sentent bien, sereins, dans quelle situation c'est confortable. Et aller dans la zone de confort de l'autre, c'est encore un effort supplémentaire, c'est-à-dire aller découvrir son environnement. Ça peut être un environnement de travail, un environnement familial, un environnement personnel, un environnement ludique, peu importe.
Et tout ça, il faut faire des étapes pour s'oublier soi-même et puis un petit peu toujours aller vers l'autre. Ah, toi, t'aimes bien être comme ça. Tout à l'heure, je voyais 2-3 personnes qui jouaient à la console, à Street Fighter, etc. J'ai senti qu'ils étaient bien, quoi. Je me suis dit, ah là, les mecs, ils sont bien, ils sont DevFest, il y a des conférences avec Piper et tout ça, c'est passionnant. Non, ils jouent à Street Fighter et ils sont bien. Et ben, c'est leur zone de confort. C'est le fait de se retrouver à deux, devant un écran, jouer, ça rappelle des souvenirs, etc. Ça, c'est leur zone de confort. Donc si je devais créer pour ces gens-là, peut-être que je ferais appel à leur zone de confort, à eux, donc c'est-à-dire peut-être le jeu vidéo, le pixel art, les années 80, enfin voilà, plein de trucs qui sont dans ce sens-là. Et donc évidemment, voilà, le design, très souvent quand on en parle, et notamment on parle du design empathique, on parle du design émotionnel, on en parle beaucoup en ce moment, il faut que ce soit tout un on va dire, il faut que ça vienne teinter les projets, il faut que ça vienne embrasser tous les projets. Très souvent, moi je vois ça. Alors ça, j'ai fait une recherche dans Google Images, et c'est des processus. Tout à coup, le design, c'est super compliqué, le design empathique, le design émotionnel, c'est un processus, c'est presque une formule mathématique, c'est un truc qui marche à tous les coups, c'est une recette. Oubliez tout ça, vraiment, c'est pas vrai, ça marche pas. Ça, c'est des trucs qui sont sympas, on va dire, pour dégrossir le sujet. Voilà, le user-centric design, ben, d'abord on analyse, après on comprend l'utilisateur, après on définit ce qu'on veut faire, et après on prototype, et après on lui met dans les mains, et après on fait tester. Ok, il y a plein de processus, très bien, certes, mais le travail du design ne repose pas uniquement sur ces processus, et très souvent, c'est des processus qui sont, on va dire, décoratifs. Souvent aussi, le travail du design émotionnel, on peut le considérer comme deux trucs. Donc, ce tire-bouchon, tout le monde le connaît, ce tire-bouchon. Je suis sûr qu'enfants, même adultes, vous avez tous joué à tirer le petit truc et il lève ses bras, etc. Et en préparant la conf, pareil, j'ai découvert que ce tire-bouchon, il a un nom. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de ce tire-bouchon. Le général de Gaulle, le tire-bouchon de Gaulle, parce que de Gaulle levait toujours les bras comme ça en l'air, etc. Et il s'appelle en effet le tire-bouchon de Gaulle. J'ai trouvé ça très drôle, parce que en effet, c'est une façon de faire du design, de concevoir un objet, un produit, qui nous a tous touchés à un moment donné dans notre vie. Voilà. Et puis pareil, aujourd'hui, voilà, ici, pour faire comprendre aux enfants dans une école qu'il faut jeter ses papiers, ils ont fait un petit canard, donc la poubelle est en forme de petit canard. Ok, voilà, bon, c'est une façon aussi d'arriver à créer des choses pour un type de public. Donc on est aussi sur du design, des formes de design qui sont basées sur l'émotion, le ressenti, sur la culture, sur l'anthropomorphisme pour le général de Gaulle, par exemple. Et puis aussi, toujours aussi, c'est quand je demande, voilà, aller vers la zone de confort de l'autre, c'est comment on regarde l'autre pour qui on crée les choses. Comment moi je vous regarde, comment vous me regardez, comment vous regardez entre vous. Et ça, c'est hyper important. Parce que tout à coup, quand on met des noms sur une personne, quand vous êtes en réunion de projet, par exemple, et que votre chef de projet ou vous-même, vous parlez de consommateurs, de clients, d'usagers, de cibles, de bénéficiaires, de target. Parfois même dans des réunions, j'entends target, quoi. Le mot target, genre ouais, alors pour notre target, on va faire ça, quoi. Ça fait très, on va le sniper et puis il va tomber. Ça, c'est une façon dont on s'approche de l'utilisateur. Et puis, il y a d'autres façons. On peut dire, c'est le lecteur, l'utilisateur, le citoyen, un acteur, un humain. Pardon, j'avais ma souris sur le truc. Voilà. Donc ça aussi, c'est une autre façon d'aborder les gens pour qui on crée des choses. Et rien que ça, rien que la façon dont on parle de la personne et des personnes pour qui on crée, ça a déjà un impact dans notre façon de créer. Et c'est déjà un biais en fait dans la façon dont on perçoit l'autre et dans la façon dont on va commencer à prototyper et à créer des choses. Donc ça, pour moi, je pense que c'est rien que ça dès le départ, dans les réunions, dans les projets, etc., pour qui on fait les choses et comment on va l'appeler, comment on va le définir, comment on va l'étudier, etc. Et puis, évidemment, quand on parlait d'innovation tout à l'heure, il y a beaucoup d'innovations qui viennent par l'observation. Quand, tout à l'heure, je disais que je vous observe, je ne suis pas un psychopathe, mais j'observe vos usages, j'aime bien, ça me fait sourire, il y a des trucs que je retrouve, il y a des patterns, vous faites parfois, on va dire, il y a des tendances, et on fait parfois des choses qui sont tous similaires à un moment donné. Et donc, quand on commence à observer, on commence déjà à prototyper. Quand je vois quelqu'un qui a un problème, qui n'arrive pas à faire quelque chose, je me dis, tiens, lui, il bug sur ça, et j'aimerais bien trouver une solution, j'aimerais bien trouver quelque chose pour l'aider, pour faire en sorte que ça aille mieux. Souvent dans les conférences aussi, je vois des gens qui se passent leur carte de visite, et en fait la personne, ce qu'elle fait quand on lui donne la carte de visite, elle prend son téléphone, elle fait une photo de la carte de visite,
Puis après, la carte de visite, elle la met dans sa poche, mais je la mets à la poubelle, quoi. Je m'en fiche, je l'ai dans mon téléphone, quoi. Évidemment, il y a des applis maintenant qui font ça, etc. Mais c'est des cas d'usage où je me dis, tiens, il y a des usages, il y a des fonctions, il y a des façons dont les gens font les choses voilà, qui m'obligent déjà, dès que j'observe, à prototyper. Donc évidemment, j'observe mes amis autour de moi. Donc ça, c'est pas très loin de Nantes. J'étais au Web Today il y a quelques années, et j'étais avec 3 amis à moi, dont Romain Saillet, certains Nantais le connaissent. Et on était tous les 3. On s'est dit, waouh, on va aller à la mer, parce que bon, à Paris, on voit pas trop la mer, donc on s'est dit, on va aller à la mer, ouais, tout ça. Et tout à coup, j'ai Damien là-bas qui a fait un Skype avec sa famille. Donc, hey, coucou les enfants, chérie, tout ça, regardez, je suis à la mer. C'était super, il s'est éclaté. Il y a Gaïané qui était en train de mettre sur Facebook, et il y a Romain qui était en train de mettre sur Twitter. Donc tout à coup, ils ont pris des photos, ils ont partagé, et c'est devenu un moment social que je trouve assez intéressant, parce qu'il est, on va dire, il est symbolique. Il n'est pas bien ou pas bien. Certaines personnes diront oh, c'est nul, ils ne regardent pas la mer et tout. D'autres diront oh, c'est génial, ils publient leurs photos, ils partagent leur expérience avec leur communauté, leurs amis, c'est cool. Je n'ai pas de jugement là-dessus, mais je trouve ça assez intéressant à observer. Pareil, ça c'était en conférence aussi, ce que j'ai observé, c'est, vous le faites peut-être parfois vous-même, des gens qui posent leur smartphone sur leur écran d'ordinateur. Aujourd'hui, bon, il y a parfois certaines applis qui permettent de communiquer entre l'écran enfin, l'écran d'ordi et l'écran de téléphone, mais en voyant ça, son écran était éteint, donc évidemment, dès qu'elle recevait un message, elle prenait son téléphone, elle le manipulait, elle le reposait. Dès qu'elle voulait lire un truc, en bas à droite de l'écran, elle enlevait son téléphone pour lire un truc ou pour mettre sa souris. Et je me suis dit, il faudrait quelque chose qui soit transparent, ou qui soit connecté, ou qui soit fluide, dans lequel je puisse drag and dropper un fichier, je le mets directement dans mon téléphone, par exemple, ça pourrait être cool. Enfin voilà, ça j'observe ce genre de trucs et ça crée des idées derrière. Et puis aussi, souvent dans les transports, je remarque des gens qui ont 2 téléphones. C'est hyper bizarre, je me dis, tiens, ils ont 2 téléphones, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et il n'y a aucune, je ne sais pas s'il y a vraiment des applis, des services, des systèmes pour ces gens-là qui manipulent 2 téléphones, un pro, un perso, ou alors un téléphone dans lequel j'ai la musique et puis l'autre dans lequel j'ai toutes mes applis, machin, un plus ancien, un plus moderne, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a plein d'usages un peu bizarres, un peu décalés, et vous vous retrouvez peut-être parfois là-dedans. Donc ça, c'est dans mon quotidien. Et puis aussi, il y a les autres cultures. Moi, je ne suis jamais allé en Inde, mais un de ces quatre, j'aimerais bien y aller. Et puis voilà, quand on voit d'autres cultures manipuler, alors ça, c'est un élément que je voulais vous montrer en termes d'innovation, et que je trouve assez intéressant. On peut manipuler du numérique, mais on peut aussi manipuler des choses très simples. Ça, c'est une petite parenthèse. Il y a un mouvement en Inde qui s'appelle le mouvement Jugaad, J-U-G-A-A-D. Jugaad, ça veut dire innovation frugale. C'est comme ça qu'on nomme en France le fait de pas trop avoir d'argent, mais d'essayer quand même de vendre des produits et puis d'innover, de créer. Ils appellent ça l'innovation frugale. Il y a un très bon bouquin sur le mouvement Jugaad, je vous invite à lire. Et en fait, là, c'est quelqu'un qui, pour son grand-père, a créé cette petite canne avec une sonnette de vélo. Donc il s'est dit, voilà, c'est vrai que c'est hyper dangereux en Inde, les vélos, les voitures, les motos, tout le monde se croise, et mon grand-père pourrait se faire écraser sur le bord de la route. Donc je vais lui installer une petite sonnette à sa canne. Si vous cherchez à acheter ça, vous ne trouverez pas, il faudra le fabriquer vous-même, ça n'existe pas. Mais c'est quelqu'un qui, en observant, a pris 2 éléments, qui les a associés, et il s'est dit, tiens, ça peut être pratique. Et tout à coup, il y en a d'autres qui se sont mis à avoir ce système de petite canne avec une petite sonnette et pour avertir de la présence de la personne. Je trouve ça assez simple, c'est quasiment rien, et en même temps c'est hyper utile. Et c'est un beau projet. Encore un autre exemple, voilà. Vous avez tous fait la queue au moins une fois dans votre vie, je ne sais pas dans quel type d'administration, et là, toujours en Inde, hein, là les gens en fait ce qu'ils font c'est qu'ils mettent leurs chaussures et ils vont s'asseoir. Et la queue en fait c'est les chaussures. Je trouve ça hyper simple, assez amusant. Et en même temps, c'est plutôt efficace. Et ils ont même commencé à mettre des petits carrés de scotch. Vous voyez ici, c'est la file d'attente, quoi. C'est un petit carré où on met ses chaussures. Donc, à partir de cette observation, je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, OK, ils font comme ça, on va mettre un petit carré de scotch. Et puis, quand vous arrivez là et que vous voyez les gens font ça, vous prenez vos chaussures, vous les mettez et vous faites la queue comme tout le monde. Donc, c'est aussi une innovation qui se fait par les usages et puis qui est contagieuse par les usages. Tout à coup, on découvre que si les autres font ça, on va le faire aussi. Et puis aussi un autre exemple, alors voilà, un temple en Inde avec toute la maquette de Facebook dessus, où chaque ami c'est une divinité. Voilà, je trouve ça complètement farfelu. Qui aurait pu croire, les développeurs, les designers, auraient pu croire qu'en faisant tout ça, un jour, très très loin de chez eux, ils verraient ce détournement d'images, d'interfaces, etc. Je trouve ça assez amusant. Et en même temps, quand vous créez des choses, parfois ce qui est encore plus beau, c'est ce que les autres en font, mais pour faire autre chose que ce que
pour lesquels vous les avez conçus au départ. C'est un genre de hack, un genre de détournement, un genre d'appropriation en quelque sorte. Et quand ça vous échappe et que les gens s'en servent pour faire des choses amusantes, décalées, drôles, bah, tout à coup c'est merveilleux. Toujours dans les observations que je fais, par exemple, ça c'est une petite fille qui venait dans mon ancien atelier et qui jouait très souvent à la Nintendo 3DS. Donc elle venait et puis elle s'installait et le premier truc qu'elle faisait, c'est qu'elle ouvrait sa console, elle coupait le son et elle coupait la 3D et elle jouait. Alors moi je disais, tu coupes la 3D, mais la 3D c'est trop bien et tout ça. Elle me dit non, le son déjà c'est pour pas vous déranger, puis j'en ai pas besoin, puis la 3D ça sert à rien, voilà. Donc elle jouait à sa console déconnectée. Bon, quelques temps après, Nintendo a ressorti la 2DS, hein, voilà, ils sont revenus un peu différemment. Mais en tout cas, ça c'est des usages c'est des phrases qui marquent en disant ok, en fait, elle s'en fiche complètement. Et peu de temps après, un petit garçon qui allait voir un film en 3D, j'avais discuté avec lui, qui m'a dit en fait, ah bon, c'était en 3D avec les lunettes et tout ça, mais ouais, non, le film était cool, il y avait des voitures et ça, mais la 3D, rien à voir. Donc ça aussi c'est intéressant parce que ça pardonne pas, quoi. Quand tout à coup vous passez des milliards de dollars et puis que les enfants disent ah ouais c'était en 3D, j'avais pas remarqué. Ok, bon ben si on avait su, on aurait fait autrement. Voilà, et puis ça encore en termes d'usage, alors ça c'est le confort ultime ça. Ça, rentrez chez vous et faites ça, vous allez voir c'est génial. Le petit garçon s'est quand même dit je vais prendre mon téléphone, je vais m'allonger tranquille, je vais prendre la table en verre Ikea de maman, et puis je vais poser dessus, ou de papa, et je vais poser dessus et je vais regarder mon home cinéma quoi, à la maison. Et c'est génial, personne n'a vendu ce projet, personne ne l'a designé, personne ne l'a conçu, mais il l'a fait, quoi. Et ça n'existe pas aujourd'hui, si vous voulez trouver, il va falloir le refaire vous-même, etc. Et c'est en observant ça que voilà, ça donne des idées, ça dit ah, c'est vrai, quelle pourrait être l'interface qui regarde comme ça, est-ce que c'est un film, est-ce que c'est un autre type d'interface, etc. On peut imaginer plein de choses. Voilà, donc évidemment, faire preuve d'empathie envers tous ces gens que je vous montre, tous ces usages, pour moi, c'est une façon de penser la fonction sociale avant tout. C'est tout d'abord quels sont les usages, comment les gens interagissent entre eux, comment est-ce qu'ils vivent dans leur quotidien, et à partir de cette fonction sociale, concevoir en conséquence. Donc tout à coup, quand vous avez vous observez des fonctions sociales, vous observez des statuts, des relations, etc., et ben, c'est à partir de ça qu'il faut concevoir. C'est à partir de ce terreau-là, c'est à partir de ces gens-là, à partir de tout ce matériau qu'il va falloir innover, qu'il va falloir créer, qu'il va falloir inventer de nouvelles choses. En tout cas, c'est la posture que j'essaye de m'appliquer aussi sur mes projets. Et donc, je vais vous présenter 3 petits projets rapidement de choses que j'ai faites ces dernières années et plus récemment. Ça, c'est un projet que j'ai fait quand j'étais chercheur en design, parce que oui, on fait de la recherche aussi en design, je ne savais pas avant d'en faire. C'est un projet sur la communication, et je suis parti d'un concept japonais qui s'appelle Ishibumi. C'est assez simple, j'avais découvert ça dans un film qui s'appelle The Departure. Et l'idée, c'est à l'époque où on ne savait pas écrire ni lire, évidemment, on donnait une petite pierre à quelqu'un pour lui transmettre une émotion. Et donc, si je donnais une petite pierre en fonction de sa chaleur, de sa couleur, de sa rugosité, de son poids, etc., ça voulait dire quelque chose. Donc évidemment, il y avait l'intention de l'émetteur qui voulait donner une émotion, et puis la façon dont la personne recevait cette pierre et qu'il l'interprétait, par le biais de plusieurs personnes, qu'il l'interprétait différemment. Des fois, c'était bien raccord, mais des fois, il y avait des décalages. Et c'est tout le principe de la communication phatique, donc qui se passe des mots, qui se constitue de gestes, de regards, de positions, etc., qui est basé sur ce principe d'émetteur et de récepteur avec un différentiel. Et donc, à partir de cette idée, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, j'ai fait des petits carnets. Là, c'est le carnet que j'ai reçu en retour quand la personne me l'a rendu. J'ai fait des petits carnets avec des questions dedans. J'ai distribué, je crois, une dizaine de carnets à des amis, à des gens autour de moi. Et je leur ai dit, à chaque fois que vous utilisez un outil numérique, Twitter, Facebook, etc., et que vous communiquez avec cet outil numérique, vous me remplissez une petite page de ce carnet. Donc évidemment, en une semaine, le carnet était rempli, parce que les gens communiquent beaucoup par mail, tweet, etc., et me remplissaient une petite page. Et dans les questions, c'était où êtes-vous ? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes seul ou avec d'autres personnes? Comment est-ce que vous imagineriez la situation différente, etc., etc. Donc pas mal de questions sur les usages. Et donc les gens m'ont rendu des carnets avec des dessins, voilà, j'aimerais bien avoir ça, ou je me sens triste quand j'écris ça, ou voilà, beaucoup d'informations. Et à partir de ces informations, j'ai tout synthétisé, j'ai commencé à réaliser des prototypes. Et un des prototypes que j'ai réalisé, ça s'appelle NEEN, N-E-E-N. Donc c'est un prototype que si un jour j'ai des sous, je le ferai avec des développeurs, une appli sur smartphone, etc. Mais l'idée, c'est assez simple, c'est de glisser un petit message sur le rebord de son téléphone et la personne reçoit ce petit message de l'autre côté. Donc c'est assez simple, plutôt que d'avoir une liste de contacts, vous avez des portes. Donc vous avez 7 portes, en fait, parce que c'est 7 personnes avec qui on contacte le plus souvent, en général. C'est à peu près un nombre de 7. Vous choisissez la personne.
S'il y a de la lumière sous la porte, ça veut dire que la personne est présente sur l'application ou sur son téléphone. Si la porte est éteinte, ça veut dire qu'elle n'est pas sur l'appli. Vous cliquez sur plus, vous écrivez un petit message. Ce petit message se met dans une enveloppe et vous glissez ce petit message sur le rebord de votre téléphone et la personne voit apparaître le message sur son rebord. Donc, je me suis dit, bon, c'est rigolo comme prototype, je vais le mettre dans les mains des gens et je vais voir ce qui se passe. Et tout à coup, il y a des gens qui se sont mis à poser le message, puis à attendre, et puis à attendre. Et puis tout à coup, le message disparaissait. Donc, ils disent, ah oui, ça y est, l'autre vient d'attraper mon message, donc je vais attendre une réponse. Je sais que l'autre est présent en même temps que moi. C'est un peu l'équivalent de l'accusé de réception, hein, voilà, enfin de l'accusé de lecture même. Puis tout à coup, après, il y a des gens qui ont mis le message, puis ils l'ont tenu avec leurs doigts. Et l'autre essayait de l'attraper, ça ne marchait pas. Puis tout à coup, il lâche, le message passait de l'autre côté. Enfin, c'était assez rigolo. Puis il y a des gens qui ont mis plein de messages, il y a des gens qui ont... Après, j'ai fait des fonctions un peu plus supplémentaires. Donc, c'est-à-dire que on glissait un message, puis au bout de... Si on dit, par exemple, « je pense à toi », je glisse le message. Et puis si au bout de 5 minutes, la personne n'a pas pris, je peux le reprendre en disant, bon, bah tant pis, c'est trop tard, je le reprends. Donc à partir de ça, j'ai fait des messages qui disparaissent. Des messages qui, au bout de 5 minutes, je les envoie, et puis si la personne ne l'a pas pris, ne l'a pas lu, ben il s'estompe petit à petit, il devient flou, il devient transparent, et il disparaît. J'ai fait des messages comme ça, j'ai fait des messages géolocalisés, où je glisse mon petit message et la personne ne le reçoit que quand elle est chez elle, par exemple, etc. etc. Donc ça, c'est une première expérience, une autre façon de communiquer que je trouvais assez intéressante, assez amusante. Ensuite, un deuxième projet que j'ai fait avec... Une association qui travaille avec des personnes âgées dans des établissements spécialisés, des EHPAD, ça s'appelle. Et en fait, la problématique de départ, c'était le lien entre les grands-parents et les enfants. Et cette notion de mémoire, de souvenir, etc. Et en observant un peu les premières interactions entre les personnes âgées, entre les personnes âgées, les enfants, même les parents entre les deux, en fait, j'ai observé que quand on demande à quelqu'un « raconte-moi tes souvenirs », c'est pas évident, quoi. Si je demande à une personne âgée, bon alors, mamie, si c'est ma grand-mère, raconte-moi ta vie, quoi, ta mémoire, c'est dur. Donc en fait, à partir de ça, je me suis un peu renseigné sur les fonctions de mémoire linéaire, de mémoire, j'ai encore oublié les noms, mais c'est ma mémoire aussi. Le fait de pouvoir avoir une mémoire séquentielle, épisodique, voilà, épisodique, le fait de raconter des choses au fur et à mesure. Et ben en fait, j'ai remarqué que sur cette application, on voulait créer une application tablette, il allait falloir mettre un input, en quelque sorte, un point de départ. Et on s'est dit, c'est la presse. On s'est dit, c'est la presse, c'est les archives de l'époque, etc. Et donc, on a créé une petite appli comme ça, avec une timeline, avec à gauche des archives de la presse, des archives de l'INA, etc., etc. Et à droite, c'était vide, et la personne pouvait remplir les éléments, donc du son, de la photo, du texte, etc. Donc tout à coup, quand on disait « Ah oui, t'as fait quoi à la Libération, le machin, à telle date, ou tu faisais quoi en 1942, etc. » Et bien, tout à coup, la personne se rappelle, et puis surtout, quand on lui montre la presse, quand on lui montre tel ou tel sujet, eh ben, elle va venir raconter. Et cet élément déclencheur, ça a fonctionné, ce qui a permis ensuite aux personnes âgées de raconter, de faire marcher la mémoire, etc. etc. Donc pareil, c'était un projet que j'ai trouvé intéressant, parce qu'il a fallu tout d'abord faire tomber cette idée de « allez-y, racontez-moi votre vie ». En fait, non, ça ne marche pas. Il fallait un point de départ. Et puis récemment, un projet que j'ai fait avec 3 amis designers, c'est un projet avec le Haut Commissariat aux réfugiés. J'ai fait ça il y a 8 mois à peu près avec eux. C'était un MOOC. En fait, on a fait un MOOC avec une agence de design aux États-Unis et on a choisi comme thématique les réfugiés. On s'est dit, voilà, on va faire tout un processus de design, des prototypes. Et on a créé, je vais vous montrer après ce qu'on a créé. Et donc, première chose que j'ai fait, moi j'ai fait des interviews, et notamment Denise Ortiz, qui est quelqu'un qui travaille au Haut Commissariat aux réfugiés au Québec. Elle m'a raconté vraiment comment ça se passait. Alors j'ai fait d'autres interviews, mais elle en particulier, elle m'a raconté les réfugiés qui débarquent, comment ça se passe. Ils ne parlent pas la langue, c'est compliqué, il faut des interprètes, il faut qu'ils prouvent qu'ils soient bien réfugiés, etc., etc. Donc tout le parcours du réfugié, et puis aussi le parcours des ONG, des associations, du Haut Commissariat réfugiés, etc. Comment eux doivent traiter des dossiers ou rencontrer les gens, etc., etc. Donc j'ai pu avoir un petit peu cette vision avec... J'ai aussi interviewé un sociologue, enfin des réfugiés aussi évidemment, d'autres personnes, pour arriver à collecter des données. À partir de ça, on a rangé un petit peu toutes nos données dans des catégories sur le temps, le fait que les réfugiés ont du temps en fait, entre chaque dossier qu'ils doivent, une fois qu'ils sont arrivés dans le pays d'accueil, ils doivent faire des demandes de papier, donc il se passe beaucoup de temps. Après, on a aussi pensé à tout ce partage de culture.
quand tout à coup on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, bah, c'est une nouvelle culture, et en même temps nous-mêmes on a notre propre culture, donc il va falloir échanger cette culture et peut-être ça rapproche, etc. etc. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir mettre en commun ce savoir-faire. Et puis moi j'ai fait un petit scénario d'usage où on a imaginé un genre de kit en fait, pour les personnes réfugiées qui serait distribué comme ça, avec dedans un ensemble d'objets. Donc il y avait une carte, il y avait, on va le voir un peu après, on l'avait fait en papier, voilà, une carte de la ville, un petit guide, un élément aussi avec les mots, etc. On imaginait aussi peut-être avoir des tickets de bus gratuits, le plat de la ville, la fondue. Les amis étaient à Lausanne, donc on s'est dit, voilà, le plat typique de la ville, pourquoi pas, ou du pays, avoir des trucs comme ça. Et puis aussi, pourquoi pas, un tour à vélo, enfin voilà, tout un ensemble de choses qui permettent de se déplacer, d'aller rencontrer les autres, etc., qui n'étaient pas forcément ce qu'on aurait pu dire et offrir aux réfugiés de prime abord. Et puis, une fois que ce projet est passé, parce qu'on est hélas resté au prototype, mais on ne désespère pas de pouvoir procéder à un vrai premier exemplaire, moi j'ai créé dans mon coin, à partir de toutes ces données que j'avais recueillies, un projet qui s'appelle Refugee, que je viens de terminer récemment. Là, je ne l'ai pas encore mis sur le Play Store, mais ça ne devrait pas tarder. L'idée de Refugee, c'est hyper simple. C'est d'avoir une appli dans laquelle on a des pictogrammes pour communiquer. Donc, en faisant toutes mes recherches, j'ai remarqué que voilà, avoir un interprète, un traducteur qui parle l'arabe pour quelqu'un qui parle français ou anglais, et ça coûte super cher, et donc évidemment, ils n'ont pas tout le temps les interprètes qu'il faut. Et puis des fois, c'est différents dialectes qui sont très précis, très particuliers. Donc on n'a pas forcément les mots, donc la communication passe mal, voire passe pas du tout. Donc l'idée de cette appli Refugee, c'est très simple, ça fait vraiment que ça. J'ai une liste à droite de pictogrammes, et je vais pouvoir drag and dropper mon pictogramme sur mon smartphone. Il y a beaucoup de réfugiés qui ont des smartphones, il faut le savoir, c'est souvent sous-estimé, mais il y en a beaucoup qui ont souvent des téléphones Android d'ailleurs. Là c'est un iPhone, mais en fait l'appli fonctionne intégralement sur Android. Et à partir de ça, il y a un petit moteur de recherche, donc je tape mon mot, et pour l'instant, je vous explique après, j'ai fait un appel à traduction, donc je crois que j'ai une trentaine de langues différentes pour l'instant, et donc je peux dire que je suis docteur, ou alors que mes enfants sont restés dans le pays, ou alors que je suis réfugié pour telle ou telle raison, j'ai été torturé parce que je suis homosexuel, parce que je suis juif, parce que plein de raisons que vous pouvez imaginer complètement très très différentes. Et à partir de ça, on monte le picto, et à partir de ce picto, on peut écrire, on peut dessiner, on peut rajouter, on peut barrer, etc., etc. Donc ça permet de communiquer, on va dire, un petit peu plus, un tout petit peu mieux, plutôt qu'une absence totale de communication par le dessin, le geste. Donc j'ai fait cet appel à traduction, donc j'ai eu une grande surprise, plein de gens qui ont traduit cette liste. Pour l'instant, il n'y a que 150 pictogrammes, c'est très peu, mais voilà, il fallait sortir une première version pour que ça puisse fonctionner déjà. Et j'ai eu beaucoup de traductions, donc ça, je suis assez content d'avoir cet outil complet. Et puis voilà, maintenant l'appli, elle est sur mon ordinateur, et puis j'ai juste rajouté des crédits, j'ai l'APK et j'ai publié sur les stores. Alors il y a Play Store, mais il y a aussi beaucoup d'autres stores, parce qu'il faut savoir que Play Store est censuré dans pas mal de pays en fait, dictatoriaux, donc il y a d'autres stores dans lesquels on peut mettre les applis, et évidemment aussi, pourquoi pas le télécharger directement sur le site de l'application. Voilà, donc ça, je voulais vous montrer en exemple un peu des projets que j'ai pu réaliser sur cette notion de, on va dire, d'innovation, mais en tout cas de création, etc., orienté sur les usages. Et bon, j'ai encore un peu de temps, mais pour entamer la conclusion, je voulais vous proposer 5 façons de penser un peu autrement l'innovation. Donc c'est des façons que moi j'applique. Après, vous les adaptez pour vous, hein, ce n'est pas forcément des recettes, des formules magiques, mais première posture, c'est heureux les ignorants. C'est le fait de se dire, OK, quand j'arrive sur un projet, eh ben on va faire semblant que je ne sais rien sur ce projet. Je ne sais pas qui sont les gens, je ne sais pas quel est le domaine, je ne sais pas, voilà, quand j'ai un client qui vient me voir, et je lui dis, je ne sais pas du tout, racontez-moi quel est votre domaine, de quoi vous avez besoin, et qui sont les gens qui vont utiliser votre projet, etc. Et en fait, quand vous vous mettez dans cette posture, ce qui est génial, c'est que déjà, vous apprenez des trucs, si c'est un domaine que vous ne connaissez pas forcément, et ce qui est encore mieux, c'est la façon dont elle vous raconte ce qu'elle veut vous dire, elle vous raconte le milieu dans lequel elle veut réaliser ce projet. Et en fait, la façon dont la personne vous raconte ça vous indique déjà la façon dont elle biaise son message, son discours, ses idées préconçues, etc. Et donc, ça permet de comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants du domaine dans lequel vous allez entrer. Donc évidemment, à chaque fois,
faites semblant de ne rien savoir, et c'est là où tout à coup vous allez avoir plein de gens qui vont tout vous expliquer avec toute la bonne volonté, voilà, ça marche comme ça et comme ça et comme ça, et tout à coup vous allez pouvoir cerner d'un point de vue extérieur, cerner un domaine, un projet, une globalité, un sujet dans lequel ensuite vous allez pouvoir interagir. Ça c'est une posture qui est hyper intéressante et pour moi qui est importante aussi en termes d'humilité, on va dire, sur un projet, plutôt que de dire, OK, je connais très bien pour qui je fais les choses et ça va se passer très vite tout seul. On le voit des fois, on ne connaît pas si bien les gens pour qui on crée et on crée différemment ensuite. Donc ça, c'est la première posture. La deuxième, c'est pousser votre interlocuteur, les autres, à la créativité. Il y a un truc que je fais très souvent en réunion, quand je suis en one-to-one avec des gens, je prends une feuille de papier, je la pose, et je mets un crayon à côté. On discute et tout ça, et parfois la personne en face de moi, elle n'a pas les mots, elle n'arrive pas à me dire son idée, etc. Elle prend le crayon, elle commence à faire un schéma, un croquis, elle me dit « je suis désolé, je ne sais pas dessiner, c'est un peu moche », et elle me donne la feuille, et ça y est, quoi, c'est le sésame, j'ai la réponse, quoi. Je comprends ce que la personne veut dire, qu'elle n'arrive pas à dire, mais elle me l'a schématisé, elle me l'a dessiné, elle m'a fait des flèches, elle m'a écrit des mots, elle a fait un symbole, et tout à coup, ça vient concrétiser, ça vient synthétiser une pensée, et c'est hyper précieux. Essayez de mettre ça, ou même un paperboard, ou essayez de faciliter l'autre, votre interlocuteur, au fait de créer pour vous expliquer des choses, autre que par les mots ou par les exemples, etc. Poussez-le à créer des choses. Donc tout à coup, quand l'autre commence à créer, ça libère, ça déverrouille, ça débloque beaucoup d'éléments, et vous, ça vous apporte beaucoup aussi. Ensuite, c'est la règle des 3 pourquoi. Alors c'est une règle que j'essaye d'appliquer dans certains cas de figure, quand il y a des questions bloquantes ou quand j'ai des gens qui viennent me voir pour des projets dans lesquels ils ont déjà la réponse, et pourtant ils viennent me voir quand même. Et je leur demande, mais pourquoi vous voulez faire ça? La personne commence à me raconter, en fait je veux faire un magazine en ligne pour telle raison. Et pourquoi vous voulez faire ça? Ah ok, et je reprends sa réponse et je repose une 3e fois pourquoi. Et plus on pose de questions pourquoi, je m'arrête à 3 parce qu'au bout d'un moment c'est un peu, la personne en a marre, quoi. 3 ça va, on frise pas l'impolitesse, il faut rester toujours poli. Et donc ces 3 pourquoi, on va pouvoir creuser la vraie réponse qu'il y a derrière. On va pouvoir détricoter un petit peu la phrase préconçue, l'idée préconçue, et avoir un petit peu les fondations de ce que l'autre veut vous dire. Et ça, c'est hyper précieux aussi de récupérer cette information-là, parce qu'en fait, vous avez la partie structurante du projet. Quand vous innovez, quand vous entreprenez, quand vous créez des projets, vous avez vraiment le cœur de ça. Donc, essayez de le faire. Hein, voilà, quand je fais ça avec des gens qui connaissent la technique, ça les fait sourire, mais quand je fais ça avec des gens qui me disent mais, « tu comprends pas, mais voilà la vraie raison », et puis « ah, mais là, c'est la vraie raison », et quand on a au final ce que la personne nous dit de tout son cœur, c'est ce qui est le plus précieux, quoi. Et puis ensuite, il y a un truc aussi que je fais, c'est suivre les gens. Alors attention, toujours dans le respect des lois, hein, si on est au DevFest, on respecte les lois, mais c'est l'idée de suivre les gens. Alors ça peut être suivre les gens du regard, 10 minutes, c'est ça? Super. C'est suivre les gens du regard, donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, les observer, les usages, etc. Suivre les gens aussi dans leurs habitudes au quotidien, quand vous croisez tout le temps la même personne, quand vous croisez quelqu'un, peut-être si vous êtes posé dans un café, regardez un petit peu, etc., etc. Et quand vous suivez un petit peu la façon dont les gens évoluent, la façon dont les gens vivent, etc., vous allez beaucoup apprendre aussi. Évidemment, il faut s'oublier un peu soi-même, il faut se mettre de côté, etc. Mais vous allez beaucoup apprendre aussi sur les petites habitudes, les choses que les gens font pas comme vous, et qu'en fait, parfois, ils font tous pareil, mais vous faites différent, alors que vous pensiez, vous, être le standard de vos usages, quoi, en quelque sorte. Voir un peu aussi, parfois, vous observez un usage un peu bizarre, de quelqu'un qui prend son ordi, qui le met à plat, et puis qui pose des trucs dessus, ou j'en sais rien. Et tout à coup, il y en a un deuxième qui fait ça, un troisième qui fait ça, et vous dites, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une tendance, ou il y a un nouvel intérêt pour une façon d'interagir avec un objet numérique, peu importe. Voilà. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose à faire, toujours dans le respect des lois, je précise, suivez les gens. Et puis, dernier point, et ça je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus, partagez ce que vous créez, parce qu'évidemment, quand vous créez des trucs, si vous les cachez sous votre lit et personne ne les voit, c'est comme si vous n'avez pas créé, hélas. Mais quand vous créez des choses, vous partagez évidemment, vous diffusez, vous publiez, vous mettez en licence libre, vous faites tout ce que vous voulez. Et à partir de là, ça va servir aux autres pour créer à nouveau. Et donc c'est vraiment cyclique, hein, c'est hyper vertueux. Et ensuite, ça vous permet, vous, d'avoir tout le recul des utilisateurs. Quand vous partagez un truc, évidemment, vous avez un feedback. Quand j'ai fait mes premiers tests de l'application Refugee, j'ai des gens qui ne comprenaient pas comment ça marchait, des gens qui ne comprenaient pas, enfin voilà, ça ne ressemblait pas forcément à ça au tout début. Et quand vous partagez, tout ce feedback-là sera nécessaire pour améliorer votre projet, votre façon de concevoir.
Voilà, et puis je clôturerai cette petite conférence sur ma définition, en tout cas pour le design, c'est que tout acte de design, même petit, doit être un acte qui est éthique, sensé et profondément humain, parce que je le rappelle jamais assez, mais on fait tout ça, en fait, toute notre énergie, les conférences, le fait qu'on travaille comme des fous, on fait ça pour des gens, quoi. On fait ça pour des humains, on fait ça pour des utilisateurs, et tout ça, il faut que ça ait du sens. Et moi, j'essaye de placer ce sens-là dans l'éthique, dans les projets utiles, sociaux, engagés, et j'invite chacun à se demander, pour soi, c'est quoi en fait mon éthique, ou dans quel sens je me dirige, dans quel sens je veux m'engager en quelque sorte. Et si vous commencez, ne serait-ce qu'à deviner un petit peu l'horizon, vous allez vous diriger vers cet horizon. Une fois que vous êtes parti, c'est difficile de vous faire changer de route. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas.